Bonjour, on est vendredi le 25 mai 2012 et hier j'ai subi une petite intervention qui n'a eu aucune conséquence et qui était là simplement pour vérifier si tout marchait bien et merci, tout marche bien. Et si je vous la mentionne, c'est simplement pour la raison suivante. C'est avant cette intervention, on vous donne 2 gros comprimés d'un tranquillisant. Et je ne sais pas à quoi ça sert exactement. Est-ce que c'est pour la paix des infirmiers ou est-ce que c'est pour que vous n'interfériez pas avec votre mauvaise humeur et votre inquiétude grandissante dans le processus? Toujours est-il qu'une fois rentré à la maison, hier, ce qui a eu lieu à l'heure du déjeuner, je me suis aperçu quand même qu'à plusieurs reprises, je partais en expédition pour aller faire une tâche très précise et je revenais complètement harnaché avec d'autres trucs que j'étais fait et ouvrant, en regardant mes mains, m'apercevant que la tâche pour laquelle j'étais parti au départ de cette expédition, elle n'avait pas été remplie. Et c'est arrivé plusieurs fois. Alors, on me dit que ces médicaments, ça a une influence pendant 24 heures. Alors, on est toujours dans les 24 heures. Alors, est-ce que ça va avoir une conséquence ici? Je n'en sais rien. En tout cas, je vous préviens parce que bah, on a une tête, et on a un corps. Et à mon sens, bon, ce que fait la tête, vous savez, vous l'avez vu dans les articles un peu théoriques, dans les papiers un peu théoriques, dans les livres que j'écris, que j'ai l'impression que la tête fait bien davantage que le cœur lui dit que ce qu'elle pourrait inventer de son côté. Mais il y a des moments où les interférences ont été prévues et voulues par certaines personnes du corps médical. Alors, bon, je sais, de toute manière, mes exposés le vendredi donnent parfois cette impression-là. Mais ça, c'est parce que le monde est comme ça, parce que le monde est en train de partir dans un million de directions, et que quand je pars en expédition vers un continent en particulier, je peux me laisser arrêter en route par une multitude de pays qui n'ont pas grand-chose à voir, mais à propos desquels il y aurait quelque chose à dire. Et ces jours-ci, vous l'avez vu, il n'y a pas que la Grèce. Bon, la Grèce, on ne sait pas, si elle va se retirer de la zone euro. On ne sait pas les conséquences que ça pourra avoir pour les autres pays de la zone euro. Certains vous disent que ça n'en aura aucune et d'autres vous disent que ça en aura énormément. Je vous rappelle quand même que dans les dernières années, au cours des années récentes, ceux qui vous disent que ça n'aura aucune conséquence, comme ceux qui vous ont dit la crise est finie, je ne sais pas, on va dire à tout hasard, en avril 2007, ou bien que tout ceci n'est qu'un purement psychologique en 2008, ceux-là se sont avérés à ne pas avoir raison. En général, ceux qui ont considéré que les choses étaient sérieuses ont eu plutôt l'histoire de leur côté. Alors, est-ce que les choses s'arrangent d'une manière quelconque vis-à-vis de la Grèce? Je ne connais pas votre sentiment, mais moi je vois le mien, c'est-à-dire qu'on va de plus en plus vers des élections où les partis qui sont contre les accords, enfin les accords entre guillemets, avec la Troïka, c'est-à-dire le Fonds monétaire international, la communauté européenne et la Banque centrale, que les gens qui ont accepté cela se trouvent du côté des perdants, quoi qu'on fasse, et on va voir ce qui va se passer de ce côté-là. Alors, si la Grèce se retire, ça devait être une opération comme l'agence Bloomberg la décrivait hier, c'est-à-dire qu'il doit se faire très rapidement pendant que personne ne s'en doute, mais vous imaginez bien que dans une période comme celle-ci, il est difficile de réunir les conditions pour que personne ne se doute de la sortie de la Grèce de la zone euro. Et voilà, alors tout le monde est en train de guetter ça, de voir quand ça va arriver, et surtout aussi par la suite, parce que la Grèce à ce moment-là peut s'en sortir par les solutions classiques, c'est-à-dire renier sa dette, faire un ajustement de sa monnaie par une réévaluation, et dans ce cas-ci disons plutôt par une dévaluation dans le cas de la Grèce, et essayer de repartir d'un bon pied de cette manière-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on sait depuis très longtemps que ces systèmes ont besoin de mesures, de mécanismes de réajustement de temps en temps pour remettre les choses en marche. Ça fait partie de ce caractère complètement déséquilibré qui caractérise à mes yeux le capitalisme dont certaines personnes considèrent qu'il n'a que des vertus et que ces mécanismes-là font partie encore de leurs vertus, quel que soit le risque qu'ils entraînent tout le reste du système à sa perte. J'ai encore eu l'occasion récemment, c'est-à-dire il y a quelques jours, et vous verrez ça un jour ou l'autre sur la chaîne parlementaire, je crois que c'est au mois de juin, une discussion assez vive que j'ai eue avec un monsieur qui représentait une position qu'il ne considérait pas lui-même comme ultralibérale. Mais enfin, vu de mon point de vue, c'était, si on n'appelle pas ça ultralibéral, je ne sais pas ce qu'on appellera un jour ultralibéral. Enfin voilà. Tout ça pour dire qu'il n'y a pas, dans le paysage, il n'y a pas que la Grèce, s'il y avait encore que ça. Mais voilà, vous savez, il y a eu des élections en Serbie,
en Serbie, où un président nationaliste a été élu. Immédiatement, les marchés des capitaux se sont précipités sur le dinar serbe, excusez-moi, et sont en train de l'attaquer. Il se passe des choses aussi très intéressantes, comme vous le savez sans doute, au Québec, où les étudiants, ça arrive souvent que les choses sont prises en main, quand ça ne marche plus au sommet, sont prises en main par les étudiants, évidemment pas par les mêmes moyens, pas par le moyen de poste dans des ministères, mais par le moyen de défiler dans la rue. Et dans ce cas-ci, bien entendu, si vous l'avez vu, ce qui s'est passé, c'est que le Québec a réagi avec, avec brutalité, employons le mot qui convient, en supprimant un certain nombre de libertés démocratiques comme ça, parce que ça gêne le trafic dans les rues d'avoir des étudiants qui sont là, qui protestent contre le prix qu'on exige désormais d'eux pour suivre des études, parce que les études, figurez-vous, ça devrait quand même aider le pays, sauf que maintenant, quand il n'y a plus beaucoup de travail, ça ne sert pas tellement à grand-chose d'avoir des étudiants qui apprennent des choses et qui éventuellement ont des diplômes pour les utiliser à des emplois qui soit n'existent pas, soit qui ne rapportent vraiment pas grand-chose, ou qui sont en même temps extrêmement précaires. Donc, des petites, mille fleurs qui sont en train de pousser, chacune à sa manière. L'une, un pays qui, parce qu'on lui impose des choses, se prépare à envoyer éventuellement même des députés néo-nazis au Parlement européen, ça ferait quand même, comment dire, euh, ça jouerait un peu, comme on dit, avec les couleurs, ce serait quand même un peu bizarre, ça ferait un peu folklorique d'avoir des néo-nazis à nouveau dans un Parlement européen. Et encore, bon, je ne parle que de quelques pays, là, le Canada, la Serbe. Vous êtes nombreux à demander à ce qu'on s'intéresse à ce qui se passe en Islande, puisque les Indes semblent avoir pris un chemin un petit peu différent. Je vais essayer d'y revenir. J'ai rassemblé quelques documents sur l'Islande et on pourrait en parler. Alors, est-ce que ce système, bon, la question se pose toujours, on me pose toujours la question. Le capitalisme à l'agonie, est-ce que vous n'exagérez pas? Est-ce que vous n'exagérez pas? Et chaque semaine, je peux vous venir avec quelques exemples supplémentaires. On pourrait parler de la mise en bourse IPO. Souvent, je fais des hésitations, souvent je me trompe dans les mots, et ça c'est parce que malheureusement j'ai passé presque la moitié de ma vie, ou la moitié de ma vie, à parler d'autres langues que le français. L'entrée en bourse de l'action de la compagnie Facebook. Et vous avez vu, c'est pas tellement que ce soit un ratage, que ça soit éventuellement tombé en dessous du niveau des 38 dollars qui avait été fixé par des calculs savants. Et ça, c'est pas, ils sont pas contents du côté de la finance à propos de ça, c'est que ça fait monter toute la boue à la surface. C'est qu'on vous explique maintenant pourquoi ça peut pas marcher, ce genre de truc. Toutes les combines qui font que, quelle que soit la manière dont ça foire d'une manière ou d'une autre, les grosses banques ramassent encore autant de pognon qu'on puisse imaginer, et que dans ce cas-ci, ce sont les gogos, ceux qui ont cru, ah, Facebook, je vais aller acheter des actions, je vais devenir riche en achetant ça. Ce sont eux les gogos, ce sont eux les dindons de la farce, ce sont eux qu'on plume au passage. Il y a un article ce matin, c'est sur Bloomberg, qui vous explique comment ce sont deux départements différents de Morgan Stanley et de Goldman Sachs qui gagnaient de l'argent. Un certain département dans ces firmes gagnaient de l'argent si le prix de l'action montait, et un autre département de la même firme était en train de parier à la baisse et vous aider à le faire et gagner de l'argent si ça baissait. Alors ça veut dire que quoi qu'il arrive, ces firmes gagnaient de l'argent. Et plus ça bougeait, plus c'était foireux, plus ça allait mal, plus on se payait la gueule du monde, plus ces firmes engrangeaient de l'argent. Voilà, c'est dans un article. Aujourd'hui, dans l'agence Bloomberg, je vous montrerai ça. Je vous montrerai le lien. Dans un autre article de l'agence Bloomberg, alors là je vais vous lire le titre parce que c'est là-dessus que je terminerai, mais c'est quand même tout à fait remarquable. Voilà. JP Morgan Chase, la plus grande banque américaine, qui a des ennuis parce qu'elle a fait des tas d'opérations qui lui coûtent beaucoup d'argent. Pourquoi essentiellement? C'est parce que les marchés sont déréglés. C'est parce que toutes ces théories sur lesquelles se fondent ces opérations tout à fait extraordinaires qu'ils voulaient faire en termes de gestion de risque, mais aussi de faire un peu de spéculation sur le côté, les marchés ne répondent plus. Pourquoi? Parce qu'ils sont tous les uns vis-à-vis les autres, en train d'essayer de sauver les meubles d'une façon ou d'une autre. Ça n'a pas marché du tout. Vous pourrez voir quelques-uns de mes billets où je parle de ça, mais toujours est-il que le titre dans Bloomberg, c'est celui-ci. JP Morgan Chase, cette banque, avait confié
avait confié le soin de de la supervision du risque à l'intérieur de sa firme à un directeur de musée qui faisait partie du conseil de direction de la compagnie AIG. Alors, si ça ne vous dit rien, AIG c'est après Lehman Brothers, c'est le grand responsable de l'écroulement total du système en septembre 2008. Pourquoi? Parce que AIG avait assuré, entre guillemets, avec des CDS, des default swaps, avait assuré tous ses joueurs contre un risque de perte éventuelle. Bon. Ils auraient pu faire comme la Grèce, c'est-à-dire négocier une restructuration de leurs dettes. Ils ne l'ont pas fait. Pourquoi? Parce qu'il y avait, il y avait le gouvernement américain derrière qui craignait les effets en cascade et qui a payé rubis sur l'ongle. Enfin, il a payé, c'est le contribuable américain qui a payé, bien entendu, a payé rubis sur l'ongle les sommes qui devaient être dues. Alors voilà dans le monde dans lequel on est. C'est très intéressant parce que tout ça arrive à la surface, tout ça devient lisible. On ne pourra pas dire qu'on ne savait pas comment ça marchait dans les journaux. On vous explique les combines autour de Facebook, comment on a plumé le gogo, comment on a plumé l'investisseur. On me demande de faire de la publicité, d'échanger des liens avec des sites qui proposent aux gens d'aller acheter Facebook parce que ça va, ils vont devenir très très riches et qui vont simplement en réalité distribuer leur argent à Morgan Stanley et à Goldman Sachs. Bon. Et d'autre part, bon, ce fait qu'on attribue, on donne dans le comité de supervision de JP Morgan se trouvent des gens qui n'ont absolument compétence. Si, ces gens, c'est pas que ces gens n'ont pas compétence, parce qu'on vous explique bien que son grand-père était un milliardaire, qu'il était le copain de ceci, qu'il était le copain de cela, etc., que c'est le petit groupe. Alors, vous savez, moi, je n'emploie pas ce mot oligarchie, voilà. Et j'ai même écrit un article dans la revue Le Débat pour expliquer pourquoi on n'avait pas besoin d'oligarchie. Alors, je terminais cet article en disant tout apparaîtra quand même comme si c'était une oligarchie qui dirige tout ça. Alors, le mauvais coup que m'a fait M. Brice Couturier quand je me suis trouvé un jour dans une émission de France Culture, c'est qu'il avait enlevé le tout apparaîtra comme si, et il avait cité le reste de la phrase. Alors ça, c'est pas honnête, mais enfin bon, comme il s'enfonce de plus en plus de son côté à ce moment, on va pas encore l'enfoncer davantage. Mais voilà, c'est vrai, tout apparaîtra comme si ce n'était simplement qu'un petit groupe au pouvoir qui agite des marionnettes. Il le fait tellement mal qu'on voit, comme ça apparaît en surface, que c'est pas ça qu'il fait. Parce que s'il le faisait, il faudrait quand même laisser le faire correctement, mais il ne le fait pas correctement. Et pourquoi il ne le fait pas correctement? Parce qu'il n'y a pas de véritable coordination. Et que se trouvent au sommet ces gens que j'ai vus dans la firme où je travaillais, chez Countrywide, au moment où tout s'écroule. Qu'est-ce que ces gens font? Est-ce qu'ils tirent des ficelles, des marionnettes? Non, comme je l'ai dit, ils construisent des radeaux. Le mieux qu'ils puissent faire pour contrôler la situation, c'est construire des radeaux pour eux, pour leur famille, et essayer de se lancer quelque part dans l'océan Pacifique pour trouver une île où ils vont pouvoir rester. Alors j'espère que le vent de Fukushima ne pousse pas trop dans leur direction s'ils veulent survivre sur le long terme. Alors voilà, c'est un... Voilà, je ne vais pas dire le mot, mais tout ça est en train de se déglinguer, tout ça part dans toutes les directions différentes. Le Québec, la Serbie, la Grèce, tous les autres pays que je pourrais mentionner ce matin, tout ça, c'est un signe de la décomposition de ce système capitaliste qui a pu tenir un moment. Il a pu tenir un moment non pas du fait de ses vertus, mais parce qu'on était dans un monde il restait un monde énorme à plumer. Il l'a plumé, c'est un système déséquilibré qui fait que les ressources ne sont jamais à l'endroit où elles sont nécessaires, qui fait que la richesse se concentre inéluctablement jusqu'au moment où ce n'est plus possible. Et à ce moment-là, soit ce système peut s'en sortir parce qu'il reste encore de la richesse quelque part qu'on peut aller réinjecter dans le système pour le relancer une fois encore, soit il ne reste plus rien et dans ce cas-là, ce système est terminé. Voilà, à la semaine prochaine.